d'accord avec vous deux sur, chez Michael, le rôle dans la lecture de Michael, le rôle des dispositifs dans la construction des inégalités, le débordement des classes populaires vers l'ensemble de la population, sur Honnête et la radicalité du manque. Je suis assez d'accord avec toi, Dominique, et enfin, sans rentrer dans des histoires d'explicitation méthodologique, je pense que ça déborde complètement la question de l'ouvrage de Fabien. Nous avons collectivement un travail d'articulation méthodologique sur ces questions à mener, et j'ai beaucoup apprécié l'appel de Fabien au travail collectif autour de ça, puisque pour moi, c'est un des enjeux les plus importants. Donc, je me donne la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascal Plantard, je suis anthropologue des usages des technologies numériques et professeur de sciences de l'éducation et de l'information à l'université Rennes 2. Et il s'avère que je suis co-directeur du GIS Marsouin, qui organise toute cette réflexion. Donc, Dominique et Michael, moi je veux rendre hommage au travail de Fabien, et pas uniquement dans cet ouvrage, parce que effectivement dans les années 2000, et Fabien l'a rappelé tout à l'heure, ça s'était fait en parallèle de la naissance presque du GIS Marsouin, puisque le GIS Marsouin a été créé en 2002, et que Fabien était avec nous au milieu des années 2000. D'ailleurs, moi, je venais d'arriver à Marsouin, si mes souvenirs sont bons, je n'étais pas là au tout départ. Et effectivement, il a produit des textes qui ont été marquants sur cette question, desquels d'ailleurs on a pu s'appuyer pour continuer la réflexion. Et le deuxième point, là, plus spécifiquement sur le livre, c'est qu'effectivement, c'est un énorme état de l'art sur la question. Moi, j'ai appris plein de choses dans les chapitres que j'ai lus, et plein de choses, en particulier vis-à-vis de la littérature anglophone, dont je remercie Fabien d'avoir fait le tour, parce que c'est un sacré boulot, et que ça nous décentre aussi de la manière dont on regarde ça du point de vue des recherches francophones, pas uniquement françaises, mais francophones. Je pense qu'il y a par exemple une convergence avec les études belges et les études québécoises qu'on ne va pas retrouver dans ce que tu nous as décrit dans ton ouvrage. Avant de parler de ma lecture, je voulais faire un petit clin d'œil, on va dire, au public, puisque pendant que vous parliez, j'en ai profité pour regarder notre auditoire, du moins la manière dont je pouvais identifier qui était qui. Donc, on a parmi nous une communauté de chercheurs. Donc, je peux saluer Valérie, les deux Marianne, Michel, Margot, Mathieu, Maxime, Bertrand. J'en oublie probablement, mais ils se reconnaîtront. On va dire que dans la deuxième catégorie, nous avons quand même des représentants de pas mal d'institutions, donc que ce soit l'Agence nationale de cohésion des territoires ou la direction du numérique pour l'éducation, je salue Élie, mais aussi les représentants de la région, je salue Clotilde, les départements, les mairies de Bretagne et d'ailleurs, et aussi les institutions qui travaillent sur ces questions d'inégalité et d'exclusion numérique. Donc, je trouve que c'est très intéressant aussi d'avoir les représentants des hubs, de la Mednum ou encore de grosses associations. J'ai vu que les collègues de Ressourcial étaient là. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'un séminaire de recherche mobilise autant d'acteurs. Évidemment, j'ai un petit clin d'œil pour tous mes étudiants et anciens étudiants, puisqu'il y en a beaucoup, mais pour les anciens étudiants, ils se retrouvent dans la quatrième catégorie. Et bon, je vous ai fait ça vraiment
comment dire, au débeauté, les 3 premières catégories doivent représenter le quart des participants. Et la 3e catégorie, c'est les acteurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. On va retrouver énormément de médiateurs numériques, travailleurs sociaux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi pas mal d'ingénieurs pédagogiques, d'ingénieurs technopédagogiques, ce qui veut dire globalement que les gens qui interviennent dans l'éducation formelle, que ce soit à l'école ou à l'université, s'intéressent à ces thématiques-là et s'intéressent au débat que peuvent avoir les chercheurs là-dessus. Et ça me paraissait important de le dire avant enfin, en introduction de ma lecture du livre de Fabien. Alors, moi, j'avais en charge les 2 derniers chapitres et la conclusion. On va dire ce qui m'est tombé dessus à la lecture. Alors, j'ai parcouru l'introduction et les premiers chapitres et comme Michael, je n'ai pas eu le temps de finir tout le livre. Mais j'ai travaillé sur le chapitre 7 qui s'appelle Surveillance, réseaux sociaux et privacy, et sur le chapitre 8 qui est consacré aux gilets jaunes. Et sur le chapitre 7, on va dire, bon, excusez-moi, le petit pas de côté là, c'est probablement le chapitre le plus poutinien de l'ensemble du livre, puisque, on va dire, Fabien aborde, alors tu me diras si c'est ma lecture ou non, mais moi je trouve que la perspective est assez foucaldienne, enfin, ça renvoie vraiment au surveiller et punir de Foucault à la société panoptique. Et ce qui est assez intéressant, puisque le chapitre commence par le terme, enfin, le titre du chapitre commence par le terme surveillance. Là encore, il y a un choix tout à fait explicite, à mon avis, de Fabien, mais qui mériterait peut-être de réexpliciter après. Si tu veux te saisir de ça, Fabien, il n'y a pas de problème. On va dire réseaux sociaux et privacy, c'est des choses qu'on étudie assez naturellement. Le terme de surveillance, le terme de capitalisme de surveillance, une référence centrale qui est un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Zuboff. Visiblement, tu nous décris, en particulier dans la littérature anglo-saxonne, une évolution des problématisations, une évolution des concepts et des notions, je le dis avec la perception que j'en ai, de l'économie de l'attention qui nous a marqué ces années lorsqu'on a regardé l'évolution des algorithmes, particulièrement des algorithmes des réseaux sociaux et des vers cette idée de capitalisme de surveillance. Alors moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au Furtif de Damasio, évidemment, à la société Presse-Bouton de Leroi-Gourhan, ça c'est un peu l'anthropologue qui remonte, mais aussi on voit dans ton texte quelque chose qui tourne autour du Big Brother, des imaginaires autour de ça. Et je trouve que par rapport à notre sujet, tu dis des choses qui sont à la fois très intéressantes et qui nécessiteraient peut-être du débat ou des recherches. À partir du moment où c'est un état de l'art, j'entends très très bien qu'on puisse rebondir dessus et générer des travaux. D'ailleurs, si ça peut générer des travaux de jeunes chercheurs et d'étudiants au sein de Marsouin, ça serait très bien. Mais il y a plusieurs glissements qui me paraissent vraiment intéressants. Quand tu parles, par exemple, donc du capitalisme de surveillance et de l'économie de l'attention, et quand tu dis, je trouve cette phrase tout à fait intéressante en parlant de la self-quantification, l'arrivée des objets connectés, l'arrivée des montres connectées, de tous ces indicateurs de santé, tu parles de fausse conscience et d'émancipation frelatée. Là encore, je trouve ça super intéressant, mais ça rejoint un peu la remarque de Michael. Est-ce que ça concerne… Alors, dans ce que tu nous proposes, ça a l'air d'être plus centré sur les classes populaires, en reprenant la remarque
de Dominique, c'est quoi finalement les classes populaires, enfin comment on peut définir ça. Mais il y aurait un certain nombre de travaux sur lesquels tu t'appuies qui renvoient aux classes populaires. Et c'est vrai que, on va dire, empiriquement et vis-à-vis des travaux que nous menons, je ne suis pas sûr que ça ne renvoie qu'aux classes populaires et que ces questions, j'aime beaucoup le terme d'émancipation frelatée, et peut-être plus large. Dans le même registre, alors je vais aller vite parce qu'en fait, je te cache rien autour de mes notes. On aura l'occasion d'en redébattre, mais moi j'avais 24 questions donc sur ce chapitre-là et je ne vais pas les exposer maintenant, mais il y a vraiment tout un tas de choses sur lesquelles on peut tirer des fils et avancer. Troisième plutôt point qui a attiré vraiment mon attention, c'est la question finalement de ce que tu qualifies de pouvoir instrumentiste, qui renvoie, d'autres appellent ça les algorithmes addictifs. Une partie de nos collègues parlaient des usages problématiques de l'Internet. Je pense plutôt à Séverine Erel, aux collègues de psycho. Pour moi, il y a cet accès aux textes fantômes. Alors, si j'ai bien compris, les textes fantômes, c'est les métadonnées, c'est-à-dire les données que nous laissons sur Internet sans s'en rendre compte. Et effectivement, il y a une vraie question sur on va dire les discriminations ou les inégalités sociales vis-à-vis de la prise de conscience du rôle de ces métadonnées. On va dire, ça c'est le déroulé du début de ton chapitre sur les textes auxquels tu te réfères, il y a des conséquences avec des mots forts là aussi, peut-être que ça rejoint un peu ce qu'a dit tout à l'heure. Paupérisation, on va dire, donc il y a cette terminologie américaine de digital underclass, des logiques de relégation aussi. Tu parles à un moment donné des hospices connectés. À un autre moment donné, tu parles de ce que nous, on qualifie de dessaisissement parental. Là, cette maman avec 3 enfants qui a bien du mal à gérer globalement et éducativement les usages numériques les pratiques numériques, pardon, les pratiques numériques de ces adolescents. Mais tu mets aussi en scène, à un moment donné, une espèce de famille de parents idéal qui m'a fait beaucoup rire. Je crois que ça doit être du côté de la page 242, là, cette famille de consultants alors, je ne sais plus si c'est en énergie verte ou en écologie, qui a un rapport aux écrans. Enfin, ça me fait penser au sketch des humoristes sur les mamans parfaites, quoi. Enfin, là, il y a vraiment un truc qui est intéressant. Et effectivement, ça existe aussi. Dans quel on peut essayer d'objectiver le panel qu'il y a entre la première et entre le dessaisissement parental des classes populaires et cette figure-là, c'est assez intéressant. Et j'ai vu aussi dans un certain nombre de tes vignettes des choses que tu n'as pas pointées, mais qui moi, m'intéressent, c'est-à-dire les glissements de langage. Et par exemple, à un moment donné, il y a un ado qui te dit je ne peux pas désuivre. Désuivre dans le sens ne plus suivre un camarade ou sur les réseaux sociaux. Je trouve que cette terminologie est vraiment intéressante. Je vais être beaucoup plus rapide sur les gilets jaunes parce que j'ai l'impression quand même que tu as énormément travaillé le chapitre 7 avec tout un tas de références. Tu me diras si c'est vrai ou si c'est un biais de lecture en ce qui me concerne, parce qu'on avait aussi, nous aussi, bossé sur la question des gilets jaunes. Et effectivement, tu pointes des questions autour de l'engagement, autour des valeurs, autour des proximités avec certaines communautés numériques. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre ça en relation avec les travaux du Lab Access. Alors, je ne sais pas si Pierre Mazet est là. Sur les questions de dématérialisation, nous aussi, sur la question des gilets jaunes, on avait mis en avant, il me semble que c'est dans l'enquête qui précédait Capuni 2019,
on avait mis en avant des effets de prise de conscience dans le mouvement des Gilets jaunes du poids numérique du quotidien et des effets de déconnexion volontaire. Or, les Gilets jaunes sont très arrimés aux cultures populaires et là, il y a probablement un sujet d'approfondissement et de questionnement entre nous. Alors, je reprends où j'en étais. Voilà. Alors, plus globalement, et puis ça reprend ce que tu présentes dans ta conclusion. Bon, on va dire, je pense qu'il y a consensus entre nous dans la communauté de chercheurs. Oui, les inégalités éducatives sont des inégalités sociales. Dominique l'a dit tout à l'heure. Bon, voilà, tu as une revendication du côté de Bourdieu. On va dire que moi, j'ai une revendication plutôt, un positionnement du côté de Certeau. C'est aussi très connu. Et je trouve que la somme, là, vraiment, pour moi, c'est un ouvrage qui va faire date, hein, clairement. Ça nous pousse, en fait, à retravailler cette relation entre inégalité numérique et inégalité sociale. Ça n'épuise pas les questions des inégalités culturelles et des inégalités en éducation. Je reprends ma casquette, et finalement la question de comment les normes sociales d'usage sont interprétées différemment, pas uniquement avec une grille de lecture autour des classes sociales, mais autour des territoires, autour des dispositifs dans les institutions qui favorisent ou non la dimension dont parlait Michael au début et que tu as beaucoup évoqué dans les premiers chapitres de pouvoir d'agir, d'empowerment, etc. Moi, je reprends mes grilles de lecture institutionnalistes et c'est toute la question de finalement comment on arrive à faire bouger les institutions, donc la question de l'instituant par rapport à la capacité immense des algorithmes et du numérique aujourd'hui à les ensiler, à faire de l'hétéronomie sociale, pour reprendre Castoriadis, et en fait à créer des institués qui sont très enfermants. Alors, je rebondis sur ça avec des travaux très contemporains qu'on est en train de publier au sein de Marsouin. Le premier travail, c'est avec Agnès Leprince, Laurent Mel et toute une équipe, c'est le projet IDÉ sur des établissements scolaires de l'Académie de Bretagne. Je ne sais pas si Thierry Pénard est là, mais il y avait aussi nos collègues économistes, il y avait aussi des psychologues dedans. Ce que j'en retire globalement et ce qu'on a publié dedans par rapport à notre thématique, c'est que finalement, la forme scolaire et universitaire, et on a une démonstration d'économie expérimentale là-dessus, est beaucoup plus rentable lorsqu'on se met en situation d'apprenant, donc élève ou étudiant, en situation de compétition. Donc, en gros, c'est dans cette recherche-là, ceux qui sont les plus individualistes et les plus compétiteurs sont ceux qui ont les meilleures notes. Donc, vous voyez, on est quand même sur un truc assez fort. Et ceux qui sont les plus coopératifs et les plus altruistes on corrèle avec des notes qui sont moindres. Évidemment, c'est corrélé pour une part avec des CSP, mais pas que. C'est aussi corrélé avec un rapport à l'institution et à la forme scolaire. Et ça, je pense qu'on peut en débattre ou travailler. Et le deuxième élément, et là c'est vraiment le travail, je dois rendre hommage au travail d'Agnès Leprince, que Dominique connaît, évidemment Michael aussi, puisque tu as beaucoup travaillé avec elle, tout ce travail sur le travail scolaire hors la maison, où on constate en fait que les élèves les plus faibles scolairement sont aussi ceux qui travaillent le plus leurs devoirs à la maison et qui travaillent et qui font le plus de recherches sur Internet. Il y a quelque chose de l'ordre du rapport imaginaire et des constructions de représentation des élèves en situation scolaire ou en rapport avec la forme scolaire qui fait qu'ils vont aller chercher sur Internet quelque chose qui compenserait une carence de capital culturel liée à l'école. Chose à travailler là.
Et point suivant, c'est sur les étudiants, parce que là, ton boulot, je trouve, sur les dominer avec des études longues, bon, tu es à Paris 8, nous on est à Rennes 2, on sait de quoi il s'agit, puisque nous avons énormément d'étudiants boursiers et on en rencontre beaucoup. Là, c'est un autre projet que j'ai mené avec une équipe dont ma collègue Geneviève Lameule et on est en train de sortir un bouquin qui paraîtra au printemps aux Presses des Mines aussi. Donc voilà, on est dans le même registre, pas dans la même collection non plus, qui constate en fait un engagement plus fort des étudiants issus des classes moyennes ou populaires, issus de bacs qui ne sont pas forcément les bacs principaux, mais qui peuvent être des bacs pro, etc., assez paradoxalement dans l'innovation pédagogique et numérique avec les enseignants-chercheurs et les ingés. Et là, il y a quelque chose aussi, je pense, à travailler. J'arrive doucement à ma conclusion. Effectivement, moi, je trouve que l'approche dispositionnaliste et la référence à l'AI est vraiment très, 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 très intéressante. Maintenant, je me pose la question, enfin, c'est une vraie question ouverte, c'est finalement quelle est notre influence en tant que chercheur sur la construction des problématiques et sur ce que je vais appeler les mots en fait, du numérique, et en particulier les mots des inégalités numériques. Dominique a contribué à cette revue, mais en décembre dernier, on a publié un dossier spécial sur la médiation numérique dans la revue Horizon Public. Et dedans, on a fait l'exercice en fait d'identifier les mots finalement de la médiation numérique. Je ne vais pas remonter aux années 90, mais si on prend les derniers mots de la médiation numérique, en 2017 arrive massivement la question de la dématérialisation. En 2019 arrive massivement la question de l'électronisme. Je ne suis pas en train de vous dire que ça a été inventé à ce moment-là. Je suis en train de vous dire ça a envahi les publications, la presse, les textes officiels, etc. etc. Et en 2021, on est autour de quelque chose qui tournerait autour des capacités numériques. À la lecture de ton ouvrage, j'ai du mal à voir quelle serait finalement, pour reprendre la différence que faisait Barbier entre concept d'explicitation, ce qui est notre boulot de chercheur, et concept de mobilisation, ce qui est notre boulot de chercheur quand il s'agit de communiquer avec les acteurs de terrain. J'ai un peu de mal à voir quel serait ce concept mobilisateur qui pourrait nous permettre de communiquer, de travailler et d'avoir une place de la recherche en SHS avec une influence, on va dire, même minime sur les projets politiques, sur les projets territoriaux et sur les logiques d'acteurs. Et vu le public que nous avons aujourd'hui, je pense que cette préoccupation est partagée. Et je vais conclure là-dessus en reprenant que dans ma conclusion initiale, mais Dominique l'a lancé, il y a toute cette question de méthodo collective, partagée, quanti-quali classique, certes, mais aussi ethnographie, approche clinique et surtout recherche coopérative avec les acteurs qui me paraît être devant nous. Voilà, on a pris un peu de retard, mais c'était prévu. Dans le protocole, peut-être que tu nous fais une réaction un petit peu globale. Enfin, et ensuite, on prend les questions du public. Ça te va, Fabien? On peut faire comme ça, effectivement. Merci Pascal et merci à tous. Merci Michael et merci Dominique aussi de vos lectures tout à fait précises et de vos commentaires tout à fait judicieux, etc. Alors, au fur et à mesure que les présentations étaient faites, je prenais évidemment beaucoup de notes et je me disais, oh mon Dieu, comment je vais faire, quoi. Bon, voilà, je me pose toujours cette question-là, là précisément et présentement. Je vais peut-être commencer par préciser en fait 2-3 choses qui permettront de répondre à certains de vos commentaires.
Je dois préciser également qu'il y a une partie de l'intervention de Michael et celle de Pascal aussi, à laquelle je n'ai pas eu accès. J'avais vraiment des problèmes de son. En revanche, celle de Dominique, je l'ai parfaitement entendue et écoutée. Je m'aperçois aussi que je ne me suis pas présenté, c'est très mal élevé. Donc je vais le faire très, très rapidement. Donc moi, je suis sociologue, je suis actuellement professeur à Paris 8 dans un département de sciences de l'éducation, ce qui est nouveau pour moi puisque j'ai œuvré dans différents secteurs de l'université. Et avant de rentrer à l'université, j'ai été pendant des années effectivement chercheur au sein d'Orange Labs. Et c'est notamment dans ce contexte particulier que j'ai eu la chance de rencontrer Dominique pendant des années et effectivement de discuter d'un certain nombre de choses déjà sur lesquelles je vais essayer de revenir pas trop longuement parce que l'idée c'est effectivement qu'on puisse… il y avait plein de choses aussi, je voyais défiler plein de commentaires très très intéressants dans le chat et évidemment l'idée c'est de vous redonner la parole. Alors bon, comment me saisir de tout ça? Peut-être en faisant un premier point, une première précision sur l'approche que j'essaye de développer au sein de cet ouvrage, qui est assez clairement une approche qui est, on va dire, de loin, voire de moins loin, s'inspire de la sociologie de la domination bourdieusienne, mais pas seulement, effectivement. Comme le rappelait Dominique, Axel Honneth est très, très présent dans certaines parties de ce livre. En tout cas, pour l'un ou pour l'autre, des démarches essentiellement critiques. Et je m'appuie beaucoup sur les travaux de Lahire, de Bernard Lahire, et de son approche dispositionnaliste, et plus particulièrement, enfin, il en a fait notamment il y a un livre entier qui est dédié, un livre de Lahire dédié à la question, que Dominique a cité, qui s'appelle Portrait sociologique, qui est un livre très, très intéressant puisqu'il fait une relecture en fait de l'héritage bourdieusien, notamment de la théorie de l'habitus, à partir d'une proposition de disposition, voilà, beaucoup plus, on va dire, moins serrée, quoi, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une disposition? Peut-être qu'il fallait dire deux choses de ça. Eh ben, une disposition, c'est une manière de penser, d'agir, de sentir, de ressentir, incorporée. C'est une inclination assez clairement pré-réflexive, c'est-à-dire qui ne donne pas lieu, évidemment, à un travail cognitif de mise en application. C'est quelque chose, une manière de faire, presque quelque chose qui relèverait du réflexe, en quelque sorte. En tout cas, c'est pré-réflexif et qui est lié, bien évidemment, euh, au mode de socialisation qu'ont les différentes personnes. Sachant par ailleurs, et c'est sur quoi Lahire insiste, c'est de dire que, évidemment, donc c'est l'idée de la disposition, c'est d'une dialectique en fait qui reprend un certain nombre de choses de Bourdieu, en disant que finalement le social, c'est un mouvement dialectique entre ce que Bourdieu appelle des histoires faites corps et des histoires faites choses. Les histoires faites corps, c'est la manière dont le social s'incorpore finalement au sein des sujets, et l'histoire faite chose, c'est le social déposé en quelque sorte dans les institutions, dans des contextes, etc. Alors, je m'en sers à un moment donné aussi pour dire, mais il ne faut pas oublier que dans cette histoire faite chose, il y a une partie de cette histoire faite chose qui est une histoire qui vient se déposer aussi dans des objets et bien évidemment dans des dispositifs techniques. Donc ça me sert à ça, et puis ça me sert aussi à essayer d'être un peu, comment dire, d'être un peu précis dans les manières de décrire les usages, de ce qui se passe, etc. Et donc j'entends bien la remarque de Dominique sur peut-être que finalement la position qui est la tienne insiste peut-être beaucoup trop finalement sur, as-tu dit, euh, les situations de manque, et qu'il y aurait finalement presque une théorie du manque derrière tout ça. Alors j'entends bien, alors, effectivement, c'est ce qui fait effectivement une partie des différences entre
tes travaux et les miens, et je tiens à redire que, il y a quelques années, effectivement, tu as produit cet ouvrage aussi qui m'a également beaucoup servi et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, qui part pas du tout des mêmes postulats théoriques, ça c'est clair, et qu'assez clairement l'idée que j'avais, c'était d'essayer d'insister précisément, sur ces idées d'inégalité, de classe sociale, et cetera, et évidemment chaque théorie a une ombre portée, et donc bien évidemment, peut-être que je ne mets pas assez en valeur un certain nombre d'usages, qui ne sont pas du tout précisément des usages liés au manque, aux déficiences, voilà, aux mésusages, et cetera, et cetera. En plus, je le revendique, enfin, dans le livre. C'est-à-dire que, je me dis que c'est très, très intéressant, notamment de s'intéresser aux usages au sein des classes populaires qui peuvent être vus, comme des usages particulièrement experts ou avancés, et que, finalement, le rapport aux inégalités sociales, il ne se joue pas, enfin, il se joue bien évidemment dans l'accès, il se joue dans les usages, mais il se joue surtout, effectivement, dans la manière dont les usages viennent percoler en quelque sorte les conditions sociales d'existence. Et que cet agencement entre des dispositions précisément et des contextes, donc entre l'histoire faite chose et l'histoire faite corps, eh bien, elle dépend fondamentalement de données sociales et pas technologiques ou numériques, etc. Donc j'essaye de travailler là-dessus. L'idée de la disposition, c'est évidemment l'idée je parlais tout à l'heure de la socialisation, c'est l'idée de dire qu'il y a des déterminations sociales que moi j'estime être pour partie, mais pas seulement, hein, mais bon, c'est l'angle que je choisis. Donc toute problématique est effectivement un point de vue qui est porté par une vue, par un cadre, qui permet de porter et de mettre en énigme une partie de la réalité sociale à laquelle on s'intéresse. Et ça ne veut pas dire qu'en l'éclairant de telle manière, on a fait le tour de la question. Donc, assez clairement, je pense que, par exemple, Dominique, on aurait intérêt à mêler nos travaux et à faire en sorte que peut-être d'en retirer une émergence comme ça théorique nouvelle. Donc des déterminations sociales, mais qui ne sont pas des déterminismes, bien évidemment. Donc certes, enfin, moi je ne fais pas du tout l'impasse, je pense qu'il y a des destins prescrits, comme dirait Bourdieu, ok, mais que ces destins prescrits, ils sont travaillés, bien évidemment, par des parcours biographiques, des trajectoires personnelles particulières, des modes de socialisation différenciés. Et je me permettrai de faire le lien avec un des points que vous avez tous les trois effectivement mis en avant, qui est la question des classes. Alors, c'est quoi les classes? Bon, vague question, il y a des ouvrages entiers qui travaillent la question et qui, bien évidemment, n'arrivent pas à des conclusions ultimes. Même chez Marx, la question des classes, c'est pas clair, hein. Il ne dit pas chez Marx, les classes, elles sont évolutives. Il en décrit 5 parfois davantage, mais jamais 3, par exemple, hein, voilà. Et donc, au sein même des classes, bien évidemment, au regard de l'évolution des environnements, etc., et bien évidemment, au sein des classes populaires, il y a des différences très, très fortes. Voilà. Et il y a des modalités de différenciation qui sont, oui, qui sont plurielles. Moi, je me suis effectivement intéressé à une de ces modalités qui me paraissait effectivement, il y a maintenant une dizaine d'années, très intéressante, qui était de dire, mais finalement, on ne passe, enfin, on parle beaucoup des fractions dominées et dominantes des classes moyennes et des classes supérieures, c'est-à-dire ceux et celles qui disposent surtout d'un capital économique versus ceux qui auraient plutôt un avantage en termes de capital culturel. Mais on n'en parle jamais au regard des classes populaires. Et il me semblait qu'effectivement, notamment lié au fait de la démocratisation, avec quelques guillemets, de l'enseignement supérieur, émergeait au sein même des classes populaires une fraction spécifique qu'effectivement Olivier Schwartz avait décrit comme étant les dominés aux études longues, une formule syntagme que je trouvais tout à fait intéressant. Et je m'étais intéressé à ça. Je pense que ça tient toujours, qu'il y a effectivement une fraction particulièrement, notamment avec un niveau de certification scolaire tout à fait important. Pour être tout à fait, pour être méchant, on pourrait même dire que vraisemblablement, et là je parle depuis ma casquette d'enseignant-chercheur à Paris 8,
on pourrait dire qu'il y a un niveau de certification scolaire, parfois dans les classes populaires, qui augmente, mais un capital culturel finalement qui reste relativement modeste. Et donc, je m'étais intéressé à ça. J'ai pas pu, je voulais réouvrir véritablement cette question-là. Il se trouve que la période de pandémie m'a vraiment embêté, mais vraiment, j'ai ragé parce que, évidemment, il y a une partie des terrains que j'avais prévu de faire, et ça répond également à une partie des, des commentaires de Dominique sur le nombre d'entretiens, etc., etc. J'ai pas pu faire tout le terrain que j'envisageais, et notamment, j'ai confié une partie du terrain à des étudiants. Voilà, parce qu'il y avait des accès qui m'étaient fermés. Et donc, sur les précisions sur le nombre d'entretiens, comment ils ont été faits, etc., etc., y compris dans le décompte, je me suis pris un peu les pieds dans le tapis parce qu'il y avait effectivement les entretiens que j'avais déjà fait auparavant, ceux que j'ai fait en plus, ceux qui ont été produits par des étudiants que j'encadrais, etc., que j'ai utilisés, etc. Je ne suis pas sûr que les chiffres que je donne soient exactement le nombre d'entretiens correct, mais il y en a vraiment beaucoup, hein. Si je les mets tous ensemble, c'est plus d'une centaine en fait, hein. Voilà, que dire d'autre? Tirer des choses, des fils rouges de vos 3 interventions. La question de l'immigration, évidemment, c'est enfin, quelque chose qui aurait pu tout à fait être, être travaillé plus avant. Et effectivement, il y a des modalités, des usages tout à fait spécifiques. Que tu disais effectivement sur l'usage de la vidéo, des échanges longs avec les liens forts, et notamment les liens forts restés en d'autres régions géographiques, etc. C'est tout à fait vrai. C'est documenté par ailleurs par un certain nombre de travaux, hein, tout à fait intéressants, euh, notamment les travaux sur les migrants. Bon, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait voilà, par manque de place. Il y a plein de domaines que j'aurais bien aimé travailler, notamment celui de l'éducation, hein, que Pascal et Michael ont cité, et qui est un domaine que j'aborde pas du tout, alors que la période s'y prêtait, hein, clairement. Voilà, mais j'avais pas le temps de le faire. La question de la santé aussi est centrale, me semble-t-il. Ça n'a pas été traité. Éventuellement, même la question de la justice. Enfin, il y a encore 1000 choses à faire, hein, enfin, assez clairement. J'avais une idée en tête là, mais qui vient de disparaître. Écoutez, je vous propose que, suite à cette première réaction, peut-être on ouvre les débats avec, j'allais dire la salle, mais avec Déconnecté. les participants du webinaire, et puis on verra au fur et à mesure, ça me reviendra peut-être les points sur lesquels je voulais insister. En tout cas, merci pour tous ces retours.